Gauthier Ribinski nous a rejoint sur ce plateau, spécialiste des questions de politique étrangère, éditorialiste ici à France 24. Gauthier, d'abord, un mot autour de cette décision, cette annonce, cet ordre même de la Cour internationale de justice, à ne pas confondre avec la Cour pénale, on y reviendra dans un instant, mais lorsque cette instance somme Israël d'arrêter, de stopper son offensive sur Rafah, ce qui entraînerait la destruction de la population sur place. Est-ce qu'il faut aller plus loin pour certains États et peut-être commencer à songer à des sanctions si Israël ne s'exécute pas? Bien évidemment, vous voyez la course à l'abîme que mène Israël. Et c'est à la fois pour les autres et à la fois pour lui-même. Israël est en train de se déconsidérer, même par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'était ou à ce qu'a été, à un moment donné, la morale, l'éthique de l'État hébreu. Et là, le fait de continuer sur Rafah, pourquoi? Est-ce qu'il y a encore des combattants, des militants, des chefs du Hamas? La question est totalement incertaine et sa réponse surtout est totalement incertaine. Seulement, Netanyahou, dans l'idée qu'il se fait, dans la représentation qu'il se fait de son opinion publique, considère qu'il faut aller jusqu'au bout, sinon on dirait qu'il a manqué, qu'il a failli. Pas certain que les Israéliens, alors certains si, sont avec lui, mais la majorité c'est pas sûr. De toute manière, là, l'injonction qui vient de la Cour internationale de justice est une injonction, on verra la différence après par rapport à la Cour pénale, c'est une injonction qui n'a pas de réalité en tant que telle, puisque la Cour internationale de justice ne dispose d'aucune troupe, d'aucune police, pour effectivement faire en sorte que cette injonction Ces décisions sont contraignantes, mais elle n'a pas les moyens de les mettre en application. Voilà, et surtout elles sont contraignantes pour ceux qui sont signataires, et pas ceux précisément qui ne le sont pas, et c'est le cas d'Israël. Donc, la difficulté est là, simplement dans le concert d'un certain nombre d'États, d'organisations qui pointent du doigt Israël. Il y a forcément un moment où certains Israéliens vont se poser la question, y compris même à l'échelon du gouvernement. On voit qu'il y a même des fêlures au sein de ce gouvernement et que tout le monde n'est pas d'accord avec cette façon de mettre Israël soi-même, que Israël se mette soi-même à l'écart, quitte à pour satisfaire la vision qu'ont certains, qui est une vision en quelque sorte messianique et qui voit l'État hébreu seul contre tous se défendre. C'est le syndrome de Masada. Bon, est-ce que là on en est là, certains voudront l'éviter, mais de ce point de vue-là, la décision de la Cour internationale de justice a quelque chose de symboliquement important, c'est-à-dire qu'il resserre l'étau autour d'Israël et autour de son aura habituelle et ses contacts habituels. On parle de la Cour internationale de justice, qui, je le rappelle, est un tribunal civil qui traite des différents autres pays. La Cour pénale internationale est un tribunal qui poursuit en justice les individus. Le procureur de cette Cour pénale internationale... Justement, mais j'y viens. Il a plaidé pour l'émission de mandat d'arrêt, qui donc viserait le Premier ministre israélien, son ministre de la Défense, 3 leaders du Hamas. Est-ce que cette séquence qui est en train de se jouer et cette reprise en main de la justice internationale, la CPI, ce n'est pas aussi pour compenser l'impuissance des Nations Unies et ses résolutions maintes fois retoquées? Bien évidemment, la structure des Nations Unies consiste à reposer sur les États participants et en plus sur le Conseil de sécurité où il y a possibilité de veto. Donc vous l'avez bien vu, dès qu'il s'est agi de poser des résolutions qui étaient contre Israël, il y a eu veto de la part des États-Unis et inversement. Lorsque le monde arabe est visé, vous avez la Russie selon les fractures classiques. Ça veut dire qu'il y a un empêchement de l'ONU. Forcément, il y a quelque chose de faillible. Même quand son secrétaire général, Antonio Guterres, fait sentir de quel côté son cœur balance, c'est un ancien tiers-mondiste, il est volontiers du côté de ce que Poutine appellerait les nouveaux damnés de la Terre, c'est-à-dire les Palestiniens. De fait, ce qu'on voit sur les images ne le contredit pas. Mais le problème, c'est que vous avez d'un côté cette structure de l'ONU qui repose sur les fractures du monde tel qu'il est aujourd'hui, et de l'autre côté, la Cour pénale internationale qui essaye de transformer ou de transcender ces fêlures. Oui, avec des juges. Très bien. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a donc cette demande de mandat d'arrêt contre Netanyahou et 3 membres du Hamas. Quel est le problème? C'est que ces juges, ils sont bien nommés par quelqu'un. Eh bien, par qui? Par les 123 pays qui sont signataires. Et parmi ces 123 pays, vous en avez certains qui sont prêts à jouer le jeu, c'est-à-dire faire quoi? C'est-à-dire, ils sont dans l'obligation d'arrêter et de transférer les personnes, justement, qui sont sous le coup d'un mandat d'arrêt. Mais certains ne le feront pas, même s'ils y sont tenus. Et donc là, c'est la quadrature du cercle. Comment voulez-vous qu'il y ait quelque chose qui fasse
qui suivent et qui fassent effet, qui donnent de l'effet à ces décisions à partir du moment où on revient toujours sur une structure étatique. Alors, il y a quand même un espoir. Vous avez eu dans les années 50-60 un juge américain qui s'appelait le juge Warren et qui était extrêmement conservateur. Et à partir du moment où il est devenu juge à la Cour suprême, je crois que c'était, oui, à cheval sur les années 50 et 60, il a été, comme on dit, il a habité sa fonction. Et sa fonction a fait qu'il n'était plus le représentant d'une idéologie ou d'une fraction ultra-conservatiste, oui, ultra-conservatiste des congrès, des parlementaires américains, mais qu'il est devenu aussi quelqu'un qui pesait le bien et le mal, le pour et le contre, en fonction des intérêts, de l'intérêt général. On peut espérer que ça soit le cas pour les juges. En tout cas, si vous voulez, le fait qu'il y ait un mandat à la fois contre des Israéliens et contre des membres du Hamas, même si on a dit que c'était une manière de mettre les deux à égalité, ça prouve qu'il y a la volonté de voir où est le crime. Et de ce point de vue-là, écoutez, c'est pas, il faut voir ce que ça donnera, mais c'est pas forcément négatif. On rappelle que ces 3 juges n'ont pas de délai imposé pour émettre leur mandat d'arrêt et prendre leur décision. Merci beaucoup Gauthier pour cette analyse.